Et donc, je pense que je me suis pris une grosse claque, vraiment sur la partie valeur, ancrage. Moi, je pense que j'ai été déraciné en fait de ma banlieue. Et sans m'en rendre compte, j'avais tellement envie de percer, de gagner du fric, d'avoir une place, de plus être humilié comme j'ai pu l'être à l'école, que j'avais besoin de ressentir que j'allais faire mon trou, quoi qu'il arrive, même s'il fallait passer 24 heures et dormir sur place, pas de souci. Et j'étais dans ce rapport-là très sacrificiel. Et le lendemain, je comprends qu'il faut que je sorte d'où je suis, que j'arrête ce que je fais, ce qui est très dur, parce qu'en fait, quand t'es transclasse, tu passes de 0 à, 5 000 euros par mois, et que d'un coup, tu te dis, en fait, j'ai plus envie de faire ça. Donc, il y a un côté un peu inconscient de se dire, j'arrête tout. Ouais. On parlait de la colère tout à l'heure. Si ces personnes-là sont rendues visibles, tu vois, moi, dès qu'il y a le top 35 des Échos qui sort, mais je suis comme un gosse. Je prends des photos, je partage sur mes réseaux. On dirait que c'est mes enfants. Mais ça me répare dans un sens, parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça fait du bien de les voir en une d'un grand média et de dire, ils ont toute leur place, toute légitimité. Personnellement, j'ai tellement douté de cette place-là que les voir être là pour de bonnes raisons, et sans qu'on ait le sentiment que ce soit contraint ou fait sous le manteau, ils ont leur place. Chères auditrices, chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 4e épisode de la série Hommes alliés. Ces hommes qui s'engagent pour un monde numérique plus inclusif et plus divers. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir pour cette édition quelqu'un que j'admire beaucoup et que je suis depuis quelques années maintenant. J'ai nommé Anthony Babkin. Anthony, bienvenue et merci d'être là. Merci Aurélie de me recevoir. Et c'est une admiration qui est réciproque. Écoute, je ne sais pas quoi dire du coup. Mais en tout cas, on va remercier aussi Sandrine Delage, grâce à qui tu es là, parce que je pense qu'avec l'emploi du temps que tu as... C'était mission impossible sinon. C'est notre Jiminy Cricket à tous les deux, parce que j'ai tellement d'admiration aussi pour cette femme. Elle est naturellement engagée. Maintenant à la Fondation Simplon, ouais. Elle faisait ça déjà en parallèle de son activité chez BNP. Assez incroyable comme dame. Et sa fille marche dans ses pas. C'est ça. Bref, la famille est incroyable. Voilà, c'est une faiseuse de pont, une découvreuse de talent aussi comme toi, et on va en parler. On va parler ensemble d'égalité des chances, on va parler d'école, peut-être d'échecs scolaires, du numérique et de ses opportunités. D'IA, un peu d'actualité aussi, il y a des choses un peu lourdes en ce moment, et puis un peu de ton parcours, ce que tu voudras bien nous partager. Ça te va comme programme? Je suis aligné, je suis en confiance. Donc tu es délégué général et cofondateur de Diversidays, une association que tu as créée en 2017 aux côtés de Mounira Hamdi. Alors vous avez une mission qui me parle énormément, faire du numérique l'ascenseur social du 21e siècle. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit... ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que vous proposez de faire ce que l'école ne sait plus faire aujourd'hui? L'école ou la société, en vrai, je pense que tu as une somme d'auditeurs et d'auditrices qui t'écoutent et qui te suivent sur ces sujets-là et qui sont alertes, en fait, à ce que veut dire aujourd'hui la tech. Et j'ai envie de dire, pour beaucoup de gens, c'est encore un gros mot. Sans mépris de classe, hein. En fait, plus tu t'éloignes des centres urbains, plus tu t'éloignes des centres où aussi tu as des écoles supérieures, type école d'ingé, prépa, etc. Plus en fait les opportunités qu'il y a autour du numérique et ce que ça veut dire semble être très éloigné. Et je dis ça avec beaucoup de lucidité parce que moi, je vis en zone rurale. Je suis tombé amoureux d'un garçon il y a bientôt 10 ans qui est un vrai de vrai, enraciné dans sa région. Ouais, qui m'a un peu contraint à aller vivre là-bas et quand je dis contraint, c'est parce que mon job, il est plutôt, aujourd'hui en tout cas, beaucoup à Paris. Mais qui n'avait pas envie de quitter son territoire. Et c'est vrai que j'ai vécu plein de choses avec lui qui m'ont fait prendre conscience de cet éloignement-là. Alors, ça vient nourrir d'autres choses, par ailleurs, sur la réalité territoriale. Hein. Il y a 13 millions de Français aujourd'hui qui sont dits éloignés du numérique. Et puis, en fait, il y a tout ce que tu n'as pas lorsqu'on te dit pas que c'est le futur. C'est-à-dire savoir que ce sont les métiers d'avenir. C'est le deuxième secteur qui recrute le plus. Autant te dire que moi, quand j'étais demandeur d'emploi et que je me suis inscrit en Charente-Maritime, on m'a dit, mais je ne sais pas dans quel domaine vous cherchez, mais ici, on cherche des agriculteurs. Tu vois. Donc, on ne m'a pas dit, au fait, il y a des métiers d'avenir et si vous changez de région, que vous êtes prêt à de la mobilité géographique, on peut vous emmener ailleurs et dans ces métiers d'avenir. Donc, il y a un vrai sujet d'information.
Et c'est un travail de fond qu'on essaye de faire avec l'asso. Et je dis qu'on essaye, ça fait quand même maintenant 8 ans que la structure existe et qu'on se creuse le cerveau pour voir comment on renseigne massivement des gens qui ne sont pas forcément picousés au numérique, mais qui ont peut-être une attirance, un intérêt, une curiosité, et à qui on va dire la reconversion, c'est possible. Reprendre des études après 45, c'est possible. Tu as un handicap visible ou invisible, on peut avoir des formations qui adaptent cette formation-là. Tu viens d'un quartier ou d'une zone rurale, tu as, je sais pas, arrêté de manière prématurée tes études pour telle ou telle raison, peu importe, tu peux retrouver une formation qui forme même sans le bac. Donc en fait, c'est plein d'irritants ou même de facteurs auto-limitants où les gens se disent mais en fait, c'est pas fait pour moi, ou j'ai plus l'âge, ou j'ai pas le bon niveau de diplôme, et où on vient lever ses freins. Pour leur dire tiens regarde, il y a quelqu'un qui a fait la même chose que toi, qui a le même parcours et qui arrive. Le sujet des représentations, il est énorme. Donc il y a le sujet informationnel, il y a le sujet des représentations, et puis il y a le sujet aussi de blocage très rationnel, hein. J'ai ce handicap, est-ce que finalement je vais pas aller faire une formation où dès le premier cours je vais voir que c'est pas adapté. Le financement aussi. Est-ce que j'ai l'argent pour, ou est-ce que j'ai de quoi me mettre en pause le temps de... Voilà. Donc c'est tous ces freins-là, et c'est plus de 15 000 personnes qui ont rejoint nos programmes qui s'appellent Déclic numérique, et dont 40% qui ont repris proactivement la route de la formation, dont une grande partie qui a repris après la route de l'emploi. C'est des mesures qu'on a d'impact avec France Travail, la GFIP, avec qui on a co-créé tous ces programmes-là, mais qui nous montrent une chose, c'est que dès lors où en fait tu changes un peu ce rapport à l'information et aux représentations, tu crées des déclics chez les gens. Tu leur dis tiens regarde, il y a ton équivalent qui est arrivé, pourquoi pas toi, et on autorise des gens à s'émanciper dans des domaines qu'ils n'avaient peut-être pas imaginé, d'où le côté ascenseur social du 21e siècle. Ok, c'est clair. Je veux revenir sur un point. Tu dis, dans les territoires, peut-être que les gens peuvent s'autoriser effectivement cette mobilité géographique, sauf que j'ai l'impression souvent que les gens justement ne veulent pas quitter leur région d'origine, parce que c'est pas évident en fait de quitter son village, sa ville de naissance. Il y a plein de personnes dans les territoires qui sont très heureux, comme tu le disais tout à l'heure, d'être dans les territoires. En fait, après, on peut pas être envieux de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc il y a toujours ce rapport à est-ce que j'ai déjà été en contact ou en relation directe avec des gens qui sont dans un secteur d'activité que je ne connais pas de prime abord, mais qui pourraient potentiellement m'intéresser. J'ai 2 réponses à ta question. La première, c'est je pense qu'il y a un gros travail en effet d'équipement et qui s'est fait sur ces 3 à 5 dernières années, de la fibre. Je revois ma belle-sœur essayer d'avoir son bac en plein pendant le Covid, et la connexion Internet était tellement flinguée, et elle avait un téléphone ancienne génération. Elle a eu un bac à la ramasse. Enfin, elle a eu un bac version dégradée, et ça a été très compliqué pour elle. Qu'est-ce que tu veux espérer Voilà. Donc ça, c'est le premier rapport, c'est-à-dire l'équipement reste quand même la base, en effet. Mais tu peux équiper n'importe qui de la dernière voiture de course si tu lui donnes pas le permis. Et ce côté permis, pour moi, c'est comment tu redonnes aux gens la capacité de se projeter dans ce qu'ils ne voient pas au quotidien. Je reviens sur le sujet des représentations. Ingénieur, docteur, je sais pas moi, businessman ou woman, tous ces métiers-là qui sont des métiers qui font rêver. Moi, je viens d'un quartier, j'ai grandi à Évry-Courcouronnes. J'ai des parents qui viennent de la petite classe moyenne, qui n'ont pas fait de diplôme du supérieur, mais qui ont été dans la débrouille parfois. Et en fait, je me dis, on est nombreux dans les quartiers à ne pas avoir eu ces représentations positives, à ne pas avoir rêvé au-delà de notre quartier, etc. Tu as la même faille dans les zones rurales. Et en plus, les zones rurales ont ce handicap supplémentaire qui est la distance géographique. Premier commerce, première école. Alors quand je dis école, attention, premier collège, lycée, université. Là, moi, je suis en Charente-Maritime, autour de Saintes. La première université, elle est à La Rochelle ou à Bordeaux. Il faut faire au moins 100 km. Donc, ce côté éloignement géographique, c'est le caillou dans la chaussure des zones rurales qui est encore plus important. Parce que ça veut dire qu'à l'instant où, en effet, tu veux rêver grand et pas reprendre, je sais pas, l'exploitation agricole des parents ou marcher dans les pas d'une maman qui fait ouvrière agricole ou quoi que ce soit, parce que c'est quand même, la France rurale, c'est beaucoup d'agricole et d'industrie. Et si t'as pas envie de marcher dans ces pas-là, ça veut dire forcément que tu quittes le domicile familial. Et les jeunes, et donc avec toutes les difficultés aussi financières. Et puis, exactement. Et tu vois, c'est amusant, j'ai l'impression de parler que de ma famille, peut-être parce que je reviens d'une semaine où j'étais avec eux. Mais mon copain m'a dit récemment, tu vois, tu m'avais dit que j'avais un manque de projection et ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur ou l'autocensure.
Il m'a dit récemment, tu vois, je te dis, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, il me dit, je pense que tu avais raison. Il me dit, à force de ne pas avoir eu dans ma famille de gens qui avaient été en position de manager ou en position de décider, etc., il m'a dit, c'est vrai que j'ai dû douter et que je pensais que j'en étais pas capable. Et il m'a remercié aussi parce que j'ai toujours cru qu'il en était capable. Mais en fait, tu vois, ce côté, et c'est pour ça que j'invite beaucoup de professionnels que je croise à faire du mentorat ou s'investir à côté de leur vie professionnelle. Parce que un coup de pouce, 1 heure par semaine, et si vous n'avez pas ce temps-là, 1 ou 2 heures par mois, ça peut changer la trajectoire de quelqu'un qui n'a pas cette chance d'avoir un réseau ou d'avoir les contacts ou de se dire « Ah, ouvrir la boîte de Pandore, ah ça je peux le faire ». À une école de commerce, si je passe par telle filière ou telle voie, ça peut être gratuit ou ça peut être grâce à l'apprentissage. Donc, faire tomber des barrières limitantes. Je pense qu'on a un enjeu monumental de ce point de vue-là. Toi, quand tu étais à l'école, c'était pas ton kiff en fait. Pas du ça tout. s'est pas très très bien passé. Pas du tout. Qu'est-ce qui t'a permis? Alors déjà, c'était quoi le type de relation que tu avais avec l'école? C'était des intérêts Insolent. Enfin, c'est marrant parce qu'à nouveau, j'ai eu aussi. Ces vacances ont été productives pour moi parce que j'ai eu beaucoup d'échanges avec mes parents aussi et qui m'ont dit écoute, ce qui revenait à chaque fois, c'était dans la lune, insolent, peut mieux faire. Et en fait, à force de ces injonctions-là, tu vois que finalement, on est une majorité d'enfants à pas se sentir bien, on va dire, dans le moule de l'école, parce que c'est un moule. Et au final, où on finit par nous coller l'étiquette de mauvais élève, et qui veut dire mauvais tout court, et donc qui veut dire on te marginalise dans le système scolaire, peu à peu, c'est la filière professionnelle qui devrait être une filière d'avenir, mais qui est finalement considérée comme une seconde voie par beaucoup d'enseignants, et puis une manière de te sortir peu à peu du système traditionnel. Et je pense que les parents étaient en garde-fou de ça, mais je pense qu'ils ont eu du mal à comprendre le mal-être, parce que pour eux, tout devait passer par l'école. Et le nombre de parents qui savent bien que si leur gosse se cramponne pas et qu'ils les poussent pas à aller vers des filières d'excellence ou d'avenir, ils savent ce qui les attend. La dureté du monde du travail, des jobs pas pérennes ou des jobs, on va dire alimentaires ou qui sont pas des jobs de rêve. Et c'est vrai que je remercie à la fois mes parents d'avoir joué ce rôle-là, mais c'est vrai que je m'inquiète aussi du nombre de gosses qui sortent du système scolaire chaque année. On parle de 15% de nos enfants qui, chaque année, quittent le système scolaire. C'est le chiffre de l'INSEE. Et ça doit nous inquiéter parce que c'est autant de gosses qui, au regard des transformations technologiques du moment, sur l'intelligence artificielle ou sur la tech tout simplement, je pense qu'il y a des métiers qui voient le jour. Et si tu n'es pas formé, si tu n'as pas de qualification, la probabilité que tu puisses trouver du travail autre que des métiers très pratico-pratiques. Et à nouveau, aucune sous-considération pour les métiers de l'artisanat, etc. Mais la réalité, c'est que si tu n'es pas fait pour être à ton compte ou pas fait, t'es pas bon de tes 10 doigts. Oui, c'est ça, exactement. Il faut quand même avoir le potentiel. Oui, c'est vers quoi tu rebondis. Ouais. Parce qu'on voit bien que les jobs qui recrutent le plus aujourd'hui, le deuxième secteur qui recrute le plus en France, c'est la tech. Et avant ça, c'est les métiers de service à la personne. Mais on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont être automatisées aussi demain. Clairement. Et tant mieux dans un sens, parce que prendre soin de quelqu'un, le quotidien, d'un aidant, s'il y a un robot pour le manipuler, l'aider à prendre sa douche, à se lever, etc., pourquoi pas. Mais ça veut dire qu'il y aura du taf en moins aussi. Et donc, tout va se resserrer aussi sur un certain nombre de métiers. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction d'ailleurs avec le numérique? Alors déjà, c'est un sujet dont on parle souvent, justement, avec Sandrine et d'autres personnes qui évoluent dans la tech. Il n'y a pas forcément besoin d'un diplôme d'ingénieur pour se mettre au numérique. Et je pense que Diversides, vous proposez plein de formations pour des personnes qui, à plus de 45 ans, veulent se reconvertir et n'ont pas forcément ce background-là. Donc, il y a cette contradiction entre l'accessibilité, entre guillemets, du numérique, avec plein de formations disponibles en ligne, etc. Et puis, le fait que malgré tout, il faut quand même encore, en France, démontrer qu'on a un certain niveau de diplôme. Comment est-ce qu'on réconcilie ça? Est-ce que c'est, comme tu disais, toujours en proposant des représentations, des parcours différents, des exemples? C'est toujours ça Je pense qu'il y a un changement de logiciel qui est nécessaire. Je lisais un article sur la Croix-Rouge là, pour promouvoir le futur dirigeant. Il y avait
c'était la personne qui en faisait la promotion, qui disait on ne soigne pas au XXIe siècle comme on soignait au XXe siècle. Je pense qu'il y a le même sujet aujourd'hui sur ce domaine-là. En fait, on ne promeut pas les carrières d'avenir on ne fait pas le choix des métiers qu'on faisait au XXe siècle. J'ai le souvenir début XXe qu'on disait choisis un métier qui te plaît parce que voilà, c'est quelque chose que tu risques de faire toute ta vie ou une bonne partie. Et puis choisis d'abord un métier qui te plaît avant qu'un métier utile ou j'en sais rien. Et donc, et aujourd'hui, personne n'est capable d'anticiper quels seront les métiers dans 5-10 ans. Il faut se reformer en continu, c'est une réalité. Le patron de France Travail, Thibaut Guilluy, avec qui je bosse beaucoup, ne cesse de répéter. Hier, on faisait un métier toute sa vie, il fallait se former, et puis voilà. Aujourd'hui, il va falloir se former en continu, et donc le job que vous occuperez à un instant T sera plus le même dans 3 ans. Donc il y a cette réalité-là. Et je pense que c'est pas antinomique avec le fait de dire qu'il existe d'autres types il existe des méthodes alternatives de l'enseignement. 42 en est un excellent exemple dans le monde de la tech. Je pense qu'on a montré que, en fait, c'est pas une école, mais plutôt une capacité, techniquement, peu importe ton background, d'où tu viens, tes origines, etc. Est-ce que tu arrives à montrer que tu es compétent à passer à une première étape et ensuite d'être dans de l'auto-formation, dans du partage de connaissances, dans du peer-to-peer, etc. Et je pense que c'est un vrai changement de logiciel qu'il faut opérer. Mais voilà, aujourd'hui, on a une espèce de socle commun qui est l'école républicaine. Comment on arrive à la faire évoluer pour qu'elle rentre dans ce nouveau siècle? Et je pense que celui qui va trouver le logiciel, là, il va... Déjà celui qui occupe le poste plus de 6 mois, bravo. Ouais. Parce qu'a priori, il y a eu 5 ou 6 ministres de l'éducation en 2-3 ans, donc c'est du grand n'importe quoi. Mais il y a un enjeu de réformer, et je pense vraiment en profondeur sur ce que veut dire aujourd'hui apprendre. L'apprentissage. Ouais. Et nous, on le voit... beaucoup de gens qui nous rejoignent dans les... Je ne vais pas appeler ça des formations, mais plutôt des séquences où on fait de la sensibilisation au métier de la tech. C'est des séquences qui font une 40aine d'heures. Donc, c'est de la montée en compétences rapide. Oui, c'est un premier socle. Ça permet aux gens en fait, de comprendre de quoi il s'agit, c'est quoi les formations, combien de temps ça dure, c'est quoi les métiers, quels sont mes prérequis, est-ce que j'ai le bon niveau, est-ce que je dois me reformer. Et en fait, je vois bien que dans ces socles-là, les gens prennent conscience qu'il n'est pas trop tard. Qu'en fait, il y a toujours une solution. Et donc, on a mis des remparts très rationnels liés à l'âge, au niveau de diplôme, au montant de la formation, etc. Mais si on revient sur ce qu'est la montée en compétences, en fait, elle est accessible à tous, de base. Ouais. Après, on a mis des petits curseurs émotionnels pour dire... Elle est bien cette école, hein. Elle est mieux, non même. D'ailleurs, si on prenait pas que des gens de cette école, voilà. Et si on sort de l'irrationalité, je pense que j'ai beaucoup d'admiration pour tous les chefs d'entreprise, dirigeants et dirigeantes de boîtes qui font le choix de recruter sur les compétences. D'un coup, se disent, écoute, le CV, on s'en fout. Raconte-moi d'où tu viens. Parle-moi de ton parcours. Dis-moi ce qui t'enthousiasme. Est-ce que tu as envie de monter en compétence sur ça? Montre-moi. On fait un test. Il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Loin d'être encore la norme. Et pas que chez les chefs d'entreprise, dans tous les services RH. Il y en a quelques-uns. Je pense qu'on n'a plus le choix. Ouais. Et on le voit bien, le gros sujet là, ça va être les 50 et plus dans le monde de l'emploi, qui sont parmi les plus discriminés. Hein. Au même titre que le handicap, c'est souvent le critère qui revient. Après, on peut parler d'intersectionnalité aussi, c'est-à-dire être une femme de plus de 50 ans, c'est toujours plus compliqué qu'un homme de plus de 50. Ouais. Et en fait, très souvent, statistiquement, même dans les sondages d'opinion sur les questions de discrimination, on voit bien que ce sont des critères qu'on cumule. Et la couleur de peau, au même titre que les origines sociales, que le nom à consonance étrangère, que le voile, que le handicap. Et en fait, alors c'est marrant parce que quand je donne cet exemple en conférence, les gens disent « Ah oui, là, t'exagères ». Mais moi, j'en connais pas mal des femmes voilées en situation de handicap, etc. Et je connais leurs galères. Et je vois ce qu'elles vivent et je me dis, mais c'est terrible. En fait, c'est pas que le fait d'être une femme. C'est le fait d'être une femme racisée. C'est le fait d'être une femme racisée en situation de handicap. Je vous invite d'ailleurs, si vous nous écoutez actuellement, à suivre Deza Ngambok, qui a créé une fondation qui s'appelle Ahadi Foundation. Et elle a vraiment pris le leadership sur... le fait d'aller chercher toutes ces femmes en situation de handicap, leaders, à qui elle a envie de donner beaucoup de force et montrer qu'elles sont tout autant capables que les autres, qu'elles ont tout autant leur place. Et il y a un travail de fond qui est extrêmement important. Quand on voit déjà le plafond de verre qui existe pour les femmes dans le monde de l'entreprise, et encore plus quand il faut aller chercher les jobs à responsabilité, bon voilà, c'est un plafond de béton, quoi. C'est clair. Je regardais les résultats du PISA,
de l'évaluation sur le suivi des acquis des élèves, auquel participent 85 pays. Et le truc qui m'a frappé plus, c'est pas le classement de la France qui est pas super bon, qui est pas bon du tout. Pour un pays de, voilà, on est dans le peloton Allemagne, Belgique, Portugal, Italie. Mais surtout, ce qui m'a le plus frappé, c'est ce qu'il disait que on est un des moins bons pays pour atténuer l'impact du milieu socio-culturel. Dans la même veine, tu as un chiffre de l'OCDE qui dit qu'il faut 6 générations en France pour changer de classe sociale. Donc ça veut dire que finalement, encore plus aujourd'hui qu'hier, parce que tu vois, si tu prends les années 80 sur des formations comme celle de l'ENA, tu étais à 3-4% d'ouvriers qui arrivaient à intégrer les grandes écoles ou ce type de grande école. Et aujourd'hui, tu es à moins d'1%. Donc ça veut dire qu'en fait, la capacité pour un milieu, quelqu'un qui vient d'un milieu populaire ou petite classe moyenne, il est très proche de zéro. Donc, et je pense que la colère qu'il peut y avoir dans nos sociétés, parce qu'on voit que les gens sont de plus en plus en colère, est-ce que ça légitime la casse et tout ça? Non, mais ça peut expliquer certaines choses. Et tu vois, cette colère-là, pour moi, elle est nourrie aussi par, en fait, si tu m'enfermes dans ma classe sociale et dans les galères que je peux avoir, parce qu'il y a plein de choses positives. J'ai grandi dans un quartier populaire, donc j'ai vu de la solidarité, de l'entraide, de la joie, de l'amour, du partage, et c'est peut-être la chose à laquelle je suis le plus attaché. Mais de l'autre, c'est à force de faire entendre ou faire comprendre aux gens qui ne sortiront jamais de leur milieu et des galères qui sont liées, c'est-à-dire le manque de moyens parfois, la difficulté à se hisser, à trouver un logement, les discriminations à l'embauche, etc. Bah ouais, t'es en colère. Et donc cette colère-là, plutôt qu'elle soit nourricière, elle est un peu destructrice. Et je pense que si on veut que la société aille mieux, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on répare, vraiment à la base. Sur, de 5, 6, 7, 8 ans jusqu'à tes 16 ans, le moment où la broyeuse colère, à l'instant où tu rentres pas dans ce fameux moule, elle t'envoie gentiment. Et dans les conversations récentes que j'ai eues avec ma maman sur ce sujet, elle m'a dit, mais si on n'avait pas été là, on sait que... t'aurais excellé dans la connerie. Elle m'a dit d'autres choses que je pourrais pas dire à ton micro, mais conscient qu'en fait, si les parents jouent pas pleinement à ce moment-là le rôle de vigie, tu pars en cacahuète. Tu vois, moi, je suis blanc. J'ai un nom à consonance étrangère, certes, mais je suis un homme aussi. Et je vois bien que c'était déjà très, très dur. Juste le fait d'avoir Évry sur le CV, juste le fait de ne pas avoir les parents qui ont le réseau, et juste d'avoir un nom à consonance étrangère. Et ça, 10 ans après dans ma carrière, c'est ce qui m'a donné envie de m'engager. Et qui fait que je suis encore en colère de ça, parce que je me dis, tous mes semblables, et là, pour le coup, des copains, copines plutôt noirs, ou plutôt non à consonance étrangère, mais africaines, maghrébines, etc., ont eu des stigmates encore plus importants. Et donc, en fait, non, c'est pas la facilité, c'est le seum, parce que c'est un mot de ma génération, mais en fait, c'est juste que tu as les boules de voir qu'à un moment, les portes ne s'ouvrent pas. Et en fait, quand tu galères pour trouver ta formation, parce qu'on voit qu'il y a eu de la discrimination à l'embauche, même à l'embauche des formations, même à la fac. Ouais. Quand tu vois qu'il y a de la discrimination à la recherche de logement, après la recherche du premier stage, qui est un enfer, qui est du stage de troisième au stage de fin d'études, si tu as eu cette chance de pouvoir... Voilà. En plus, après, il y a la recherche de financement, quand tu dois... Recherche de l'apprentissage, recherche du premier logement, quand tu dis, tiens, j'ai un premier job, mais il est à Paris. En fait, c'est un parcours du combattant non-stop, et il y a des gens qui s'épuisent. À un moment qui se disent, en fait, c'est bon. Ça vaut pas le coup. Tu vois, il y a une... Alors, j'en parle assez librement parce que c'est une fille qui est proche de ma famille, mais qui est une fille que j'ai pris en alternance chez nous et qui est une fille voilée. Et elle était livreuse chez Amazon, ce qui n'est pas nul au demeurant. Mais elle voulait faire des RH. Et tu vois, elle avait déjà une licence. Et ça faisait plusieurs années qu'elle ne trouvait pas de taf. Donc moi, quand elle a frappé à notre porte, elle m'a dit, tiens, je ne vais pas dire son prénom, mais voilà, elle cherche, elle aimerait bien en RH, admin, etc. Je dis, carrément. J'ai vu que son profil était top. Et t'es un peu écœuré quand tu vois le profil de la personne et tu vois à quoi elle est cantonnée, entre guillemets. Parce qu'à nouveau, être livreur, c'est un très bon job. Mais ce que je veux dire, c'est dur. C'est un taf. Et puis, c'était pas forcément. Et puis, c'est pas ce qu'elle voulait faire. Ouais. Et elle avait des compétences pour aller vers les fonctions RH ou admin. Et donc, c'est un peu... je pense que ça peut créer une colère qui est palpable, en tout cas, aujourd'hui, dans notre société.
quand en plus les parents sont pas forcément en situation de jouer ce rôle dont tu parles. Il y a beaucoup de familles monoparentales, beaucoup de mères qui sont bien sûr, seules pour élever leurs enfants avec toutes les. Enfin, moi j'ai élevé 3 garçons, donc je sais ce que c'est. Voilà, c'est parfois c'est hyper dur et t'es pas trop de deux pour prendre ça en charge. Donc en plus quand t'es seul, c'est. Et puis c'est les jobs comme toujours, c'est-à-dire que t'as les jobs aussi qui sont les plus durs à occuper. Donc, la plupart, moi, des copains, copines que j'ai eus aussi à Évry, enfin, la plupart, bonne partie de ceux que j'ai eus, leurs parents étaient ou ouvriers, femmes de ménage, etc. Tu veux surveiller tes gosses quand tu dois nettoyer des bureaux de minuit à 7h du mat', bah, tu dors quand tes enfants sont à l'école et t'es au travail quand ils en sortent. Donc, en fait, tu as une capacité de contrôle, entre guillemets, sur tes gosses qui est assez limitée. Donc, voilà, tout c'est pas des prétextes mais il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer compte tenu du contexte. Et en effet, tu vois des familles. Évry-Courcouronnes, pour s'y rendre, c'est le RERD. C'est normalement le trajet le plus rapide. Prendre le RERD tous les jours, c'est une leçon de vie. Franchement, c'est marrant parce qu'on a eu plusieurs promotions d'entrepreneurs qu'on a accompagnés avec Diversalis, parce que c'est quand même le fond de notre engagement, c'est accompagner des entrepreneurs sous-représentés et qui ont un projet dans la tech. Et la promotion que j'ai fait en 2021, il y a certains porteurs de projets qui ont vraiment percé, quoi, qui sont après allés à Station F, etc. C'était trop chouette. Et certains ont découvert l'utilisation du RERD au quotidien. Donc à un moment, ils se disaient c'est bon, on y va en caisse, 2 heures pour faire Évry Station F alors que c'est à 30 km. Et certains encore, je discutais avec lui, ils me disent mais Anto, ça peut nous rendre fous, vraiment. Et il me dit mais je comprends des gens qui craquent ou qui n'ont plus envie ou quoi que ce soit. Donc tu vois, même ce qui est censé être des transports en commun et ce qui nous mène vers l'ascension sociale, c'est contre nous. Voilà. Beaucoup d'obstacles à dépasser. Justement, je voulais te demander, donc, pour revenir un peu sur toi, sur qu'est-ce qui t'a déjà... Donc, tu as fait un très beau début de carrière, même spectaculaire. Hein, à 30 ans, tu étais nommé patron du numérique dans une très grosse agence internationale. Déjà, un petit détour par là. Qu'est-ce que tu as aimé et qu'est-ce que tu as détesté dans cette situation-là? Il y a toujours un peu une côté, une face sombre et puis une côté plus sympa. La partie rose et la partie moins rose. Alors, écoute, qu'est-ce qui a été positif? En fait, je pense que je n'avais pas conscience en rejoignant cette entreprise, qui était un peu mon deuxième employeur après mes études, de l'ampleur en fait de l'entreprise. On m'avait décrit à ce moment-là une agence qui allait pas très bien, il fallait que je fasse attention si je la rejoignais, etc. Le monde de la pub est en crise depuis 20 ans, c'est un business model qui est complexe. Donc bon, moi j'avais pris ça, j'étais presque allé à cet entretien, tu vois, sur la pointe des pieds en me disant bon, à voir. En fait, je ne m'étais absolument pas aperçu de la puissance de ce groupe, puisque derrière, c'est le groupe, enfin TBWA et toute la planète derrière, c'est le deuxième plus grand groupe de publicité et de conseil en communication du monde. Donc, j'ai découvert ce qu'était finalement une grande entreprise internationale dans ce domaine-là. Et je dis souvent que c'est une deuxième formation. Tu arrives dans un domaine où... Tiens, t'es à peine arrivé, il y avait 6 appels d'offres, dont un pour le service d'information du gouvernement, un autre pour Google, un autre pour BNP Paribas, un autre pour Michelin. Et d'un coup, on te demande, au-delà de ton expertise com et métier, on te demande aussi d'avoir une expertise sectorielle, donc de rentrer dans le vif du sujet. Ok, là, notre objectif, ça va être de promouvoir des pneus, et des SUV de dernière génération. Comment t'en fais la promotion? Donc, tout ça a été extrêmement puissant en termes d'apprentissage. Très déstabilisant en termes de code. Je dois admettre que je me suis retrouvé qu'avec des enfants d'eux, qui étaient finalement un peu propulsés naturellement dans cet écosystème-là, qui avaient pour beaucoup fait Sciences Po, HEC, etc., ou des grandes études. Et j'avais fait la Sorbonne, mais je l'avais fait qu'1 an, et j'étais encore tout fraîchement arrivé de ma banlieue. Et vraiment, je pense que l'écart en termes sociologiques, m'avait mis une grosse baffe à ce moment-là, de pas comprendre pourquoi certains me exigeaient des choses de moi ou que j'avais pas les références sur certaines choses.
Et ça m'a mis vachement en difficulté sur la première année. De toute façon, au bout de 2 semaines, je voulais tout arrêter. Qu'est-ce qui t'a fait rester ? Le fait qu'on gagne certains appels à projets ou alors que même si on ne les a pas gagnés, les gens qui étaient en pouvoir de dire ce qui était bien ou pas bien m'avaient plutôt décerné une bonne note. On t'a valorisé, Exactement. On t'a fait confiance. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que le niveau de défiance qu'il y a pu y avoir à ce moment-là, je le découvrais, le côté très parisien entre soi, un peu guéguerre, de gens qui se font des grands sourires, mais en fait sont des ennemis, enfin amis ennemis. Moi, je connaissais pas ce logiciel-là. Et donc, au bout d'un an, je me cramponne, c'est compliqué, mais on gagne peu à peu des appels à projets, je constitue une petite équipe, on me fait confiance, et en effet, mon dernier job, c'était directeur général adjoint en charge du numérique, donc j'avais une équipe d'une 20aine de personnes. On avait agrégé pas mal de business et de clients, et donc c'est une chouette aventure avec une confiance absolue d'un monsieur qui s'appelle Emeline Korengold et une femme qui s'appelle Anne-Cécile Thoman, qui sont des personnalités hors normes, qui font vachement confiance, et je me souviendrai toute ma vie de ce boss. Je rentre dans son bureau et je lui dis, bon, maintenant dis-moi ce que je dois faire, parce que tu m'as nommé en charge du sujet. Il me dit, mais tu sais ce que tu as à faire, Mano? Je dis, je sais ce que j'ai à faire, oui. Et je suis sorti de son bureau. Voilà, c'était ça ma feuille de route. Ah ouais. Ouais, c'est un peu Nike. C'est un peu angoissant quand même, non? Just do it. Ah ouais. Just do it. Mais c'était intéressant parce qu'au final, ça m'a vachement responsabilisé. Et je pense que lui avait lu le fait que j'en étais sans doute capable. Mais bon, comme toujours, hein, quand tu as quelqu'un qui te mentore ou quoi que ce soit, il est peut-être plus conscient de tes capacités que toi. Et non, ça a été un super apprentissage. En revanche, j'ai pas vu venir une claque qui était finalement, tu sais, comme un bras qui s'articule et tu sais, qui prend beaucoup d'élan jusqu'à... Ouais. Et donc, je pense que je me suis pris une grosse claque vraiment sur la partie valeur, ancrage. Moi, je pense que j'ai été déraciné en fait de ma banlieue. Et sans m'en rendre compte, j'avais tellement envie de percer, de gagner du fric, d'avoir une place, de plus être humilié comme j'ai pu l'être à l'école, que j'avais besoin de ressentir que j'allais faire mon trou, quoi qu'il arrive, même s'il fallait passer 24 heures et dormir sur place, pas de souci. Et j'étais dans ce rapport-là très sacrificiel, mais j'ai pas vu venir la fronde de t'as oublié d'où tu venais, t'as oublié tes valeurs, t'as oublié qui sont tes proches, tes parents, et ça, je pense je dis souvent que quand on oublie d'où on vient, on est un peu un arbre sans racines. Et un arbre sans racines, ça tombe. Et moi, j'étais un arbre sans racines pendant un moment, et je suis littéralement tombé parce que trop éloigné de mon socle. C'était quoi, burn-out? C'était un moment Un mix entre l'état de santé mentale très fatigué, parce que voilà, un marathon, 42 bornes, mais là quand tu le fais toutes les semaines, il y a un moment t'es fatigué. Et puis non, je pense le fait de voir que tout était très éloigné de mon socle de valeurs. Les recrutements par cooptation, des gens qui se ressemblaient quand même beaucoup dans les candidats qu'on nous proposait, dans les valeurs. Tu vois, tu parles énormément de leadership au féminin aussi dans ton rendez-vous. Et il y avait un comex de 26 personnes, il n'y avait qu'une femme, c'était la DRH. Et oui, remarque, il y en avait une deuxième, une patronne d'une autre agence, Caroline. Mais tu vois, j'étais halluciné de me dire, mais comment on arrive à avoir un monde aussi inversé, surtout que les agences, c'est beaucoup de femmes. Et en fait, plus tu montes dans les tours, moins tu en as. C'est ça. Et tout, dans mon socle valeur, il n'y a rien qui n'allait. Et je parle souvent de cet exemple-là à des proches, mais je me souviens donc j'avais constitué une équipe plutôt cool et plutôt diverse. J'avais plutôt réussi ce truc-là. Et un jour, je vois un garçon arriver avec sa petite valise pour un entretien, un stage. Et je le vois comme ça, et je ne sais pas pourquoi. Il me renvoie l'image d'un garçon, tu vois, qui est un peu vulnérable, qui donne pas le sentiment d'avoir beaucoup de moyens, une petite valise un peu modeste, etc. Et je vois qu'il passe un entretien chez nous, et donc dès qu'il sort, je vais voir la personne qui lui a fait passer un entretien dans mon équipe, et je lui dis, alors, c'est bien passé? Oh bof, de toute façon, on savait qu'il y avait peu de chance, voilà. Mais je dis, mais pourquoi il est avec une valise? Ah bah il habite Marseille, etc. Je dis, ok. Et vous l'avez fait venir à Paris? Bah oui, pour l'entretien. Mais je dis, et vous saviez que vous n'alliez pas le prendre? Je dis, bah non, mais enfin, on avait de gros doutes. Et là, je me suis dit, mais tu vois, ne pas avoir la conscience de, en fait, comment il vient, où est-ce qu'il loge, quels moyens. Ouais. Et pourtant, en plus, le garçon qui lui avait fait passer un entretien n'était pas forcément quelqu'un de privilégié non plus. Tu vois, il venait de Savoie, il venait d'une famille plutôt modeste. Mais je pense que ça enferme
à force d'être dans un milieu bourgeois où en fait tout le monde, tu vois, le fric, ça claque comme ça. Tu sors, t'es à Paris Intramuros, c'est le Triangle d'Or, que chez des clients qui ont beaucoup de thunes. En fait, tu oublies. Et tu en deviens presque malveillant ou maltraitant. Et ça, c'est des choses... et j'ai détecté après une hypersensibilité, donc je comprends mieux pourquoi j'ai surréagi sur des trucs comme ça. Mais au final, je pense que c'est ce qui m'a donné l'envie, en tout cas, de faire autre chose. Et même si je suis parti sans savoir véritablement ce que j'allais faire, j'ai su que Diversity Days, qu'on avait cofondé avec Monira, était quelque chose qui me donnait envie en termes de... Tu l'avais cofondé avant de partir ? Ouais, juste avant de partir. Avec le soutien de TBWA en plus, tu vois. D'accord. Qui m'avait filé un coup de patte sur le nom, le logo, etc. Okay. Donc je suis très reconnaissant de ça, évidemment. Mais où à un moment, tu dis, c'est bizarre, ma mission de vie, là, les gars, ça fit plus. Ouais. Tu sais, les patrons, mais comment entretien ? Non, mais les gars, ça... Il n'y a plus. Ça marche plus, là. Donc, et ça, c'est inexplicable. Et je pense que pour beaucoup de gens qui nous écouteront, ce rapport au sens... qui est commenté tous les 4 matins, il est inexplicable. Quand ça mijote là, en toi, et qu'en fait là où t'es, ça te convient plus. Je dis pas que c'est trop facile de dire faut partir quand t'as des gosses, d'enfants, un crédit, machin. Bon. Mais il faut que ça t'interroge très vite, parce qu'en fait, plus ça bouillonne, plus à un moment, ça devient toxique de rester où t'es. Ouais, et même ton corps parle au bout. Ah bien sûr. Ouais. Et puis bon, en cascade, des arrêts, des machins, des disputes, et puis un sentiment d'irrationalité par rapport à l'employeur en disant mais pourquoi on fait pas plus ci ou plus ça, alors que moi j'ai très vite compris que je changerais pas la boutique de l'intérieur. Il y avait une direction générale en place qui faisait que il n'y avait pas d'attente particulière sur la question de l'inclusion et de la diversité. D'ailleurs, quelques années après, il y a eu le Balance Ton Agency et ça a été une chasse d'eau et curatrice pour moi parce que finalement, je me dis, il était temps qu'on balance les MeToo, qu'on balance les pervers narcissiques, les machins. Voilà. Et après, attention, personne n'est parfait. Hein. Je ne m'estime pas être le manager du siècle. Mais en revanche, il y a eu des pratiques managériales qui étaient quand même très, très border, quoi. Dans le monde de la pub, notamment. Il y a beaucoup de choses à changer. C'était une légende ou pas, la drogue à toutes les sauces, comme tu peux voir dans le film de 99 francs de Bec BD. En fait, je sais pas si c'est une légende, mais en revanche, moi j'étais dans le monde de la communication corporate qui est plus sage, plus institutionnel, plus avec des grands comptes et des patrons, etc. Le monde de la pub à proprement parler, celle qui est dans 99 francs, évidemment, elle est un peu mystifiée, mais elle est plus révélatrice des années 80-90 qu'aujourd'hui, puisque de toute façon, si un patron ou une patronne faisait ça tous les week-ends, je pense qu'il serait déjà en tôle. Mais je pense qu'il y a un peu de vrai sur la démesure de cet environnement-là. Et sur aussi le fait que les gens sont des post-it, quoi. Tu vois, tu uses, tu grattes, et puis une fois que c'est trop usé, poubelle, quoi. Poubelle. Et donc j'ai vu le côté malveillant aussi de cet écosystème-là, quoi, qui est très demandeuse de temps homme, parce que tu factures du temps homme. Déjà, c'est révélateur du business model. Et donc, tu uses aussi du temps homme. Voilà. Donc, mais après, c'est un superbe apprentissage. J'en garde vraiment que du positif. Mais c'est vrai que la limite que j'ai eue, c'est vraiment sur les valeurs, où je ne me suis pas reconnu. Mais tu vois, ça a donné quelque chose de cool. Ouais, alors justement, comme on parle de Diversity Days maintenant, vous partez un peu avec une feuille blanche, bien sûr, avec Monira. Donc vous avez votre mission. Ouais. J'imagine qu'elle a été posée assez vite, ça. Et c'est un peu vertigineux. Donc vous commencez par quoi ? Comment vous démarrez ? Ouais. Je pense que pour revenir au sujet des représentations, avec Monira, donc pour parler aussi d'elle, on a fait l'IUT d'Evry ensemble. Okay. Et ensuite, on s'est retrouvés un peu par hasard dans la même école qui est à Evry, qui était une école publique à ce moment-là. Donc elle ne coûtait pas grand-chose, mais elle avait la valeur d'une grande école. Ça s'appelle l'Institut national des télécommunications, l'INT, pour ceux qui nous écouteraient et qui sont des anciens. Et ça s'appelle... Ça va parler, ouais. C'est ça. Et maintenant, qui s'appelle l'Institut Mines Télécom Business School. Donc c'est l'entité business d'une école d'ingénieurs. Et donc ça fait qu'on a fait cette école-là à Evry. Et quand on s'est retrouvés en dernière année, on s'est lancé un peu à cœur vaillant dans le monde de la tech. On nous avait très vite dit le marketing digital, le community management. Là, tu vois, on est autour de 2010, c'est le futur. Et c'est vrai que pendant des années, on a écrit 2 bouquins ensemble avec Monira sur la communication digitale, donc sur la communication de crise digitale, puis sur la réputation numérique. Et ça nous a valu très tôt d'être des jeunes experts identifiés dans ce domaine-là.
dès 2013, 14, etc., on monte des cycles de conférences pour promouvoir en fait toutes ces nouvelles compétences dans le numérique. Donc tous les 3 mois, on a une conférence, ça s'appelle les conférences Labcom. S'il y a quelques dinosaures qui nous écoutent, dont Sandrine qui était sans doute à l'époque dans nos conférences, on avait du monde, hein, parfois 300-400 personnes qui venaient à chacune de nos... Donc on a fédéré ça. Et très vite, je pense que le sujet de la cause, c'est-à-dire la partie sociale et sociétale du numérique, nous a tout de suite interpellés. Peu de femmes. Donc on a monté avec TF1 en 2014 des trophées de la communication digitale au féminin. Tu vois, ça fait bientôt plus de 10 ans maintenant. Et on lance ces trophées et on veut valoriser finalement des femmes qu'on ne voit pas suffisamment dans l'écosystème. Parce qu'à chaque fois qu'on montait des conférences, on voyait qu'on n'avait que des mecs et on n'arrivait pas à trouver des femmes. Et donc on s'est donné du mal pour les valoriser, leur remettre des trophées. Trophées qui finalement n'avaient que peu de valeur, tu vois, le logo TF1, Labcom, mais qui étaient censés leur offrir un tremplin un peu, non? Ouais. Une surface, une manière de dire, regarde, ta communication en ligne, elle est utile, elle a du sens. Parce que très souvent, en disant, oui, au départ, tu sais, les tweets, les machins, oulala, lui, il fait que de la com. Et en fait, on n'a pas vu que c'était aussi du leadership en ligne et incarné, et que ça permettait à certaines femmes peut-être d'être plus visibles. Parce que dans l'espace public ou dans des conférences ou tout simplement à la télé, on ne les voit pas ou peu. Ou alors on les voit pour parler de sujets du quotidien, mais on ne les voit pas pour parler de sujets économiques. Clairement. Et donc on avait envie de voilà. Je t'interromps là, c'est encore toujours le cas. Oui. Je regardais les 100 personnalités les plus médiatisées. Il y a toujours 0 femme dans le sujet business. Ah, c'est fou. 0 femme dans les sujets business. Et il n'y a pas de catégorie tech. Mais j'imagine que c'est pareil. Et donc, même combat. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, mais même combat. Moi, c'est aussi donner la voix à toutes ces femmes extraordinaires qui sont des ingénieurs, des chercheuses, des entrepreneuses et ingénieurs et chercheuses parfois, pour montrer aux filles que justement elles vont pouvoir y arriver et que y a pas de question de genre en réalité, mais simplement elles sont pas présentes dans les médias, on les montre pas. Et ce sujet du leadership, on va dire incarné via les réseaux sociaux au départ, on pensait que c'était un petit moment de mode ou tu vois que ça ne durerait pas, et ça s'est installé. Les premières à s'être lancées sur Instagram, etc., en tant que dirigeante ou LinkedIn, etc., t'es un peu en mode c'est un peu trop. Je me rappelle, puisque mon job était d'accompagner des marques et des dirigeants sur les réseaux sociaux avec TBWA. Donc, on avait beaucoup de patrons et patronnes qui étaient un peu mitigés en disant est-ce qu'il faut y aller, il ne faut pas y aller. Nicolas Bordas, qui est un des patrons de TBWA, avait tout de suite misé, ça s'appelait Tweet Bosses. Et le but, c'était d'encourager des patrons et patronnes à y aller. Et en fait, on voit bien que c'est devenu aussi un sujet de leadership. Et qu'en fait, aujourd'hui, je sais pas, quand je vois un Michel-Édouard Leclerc, notamment présupposément candidat à l'élection présidentielle, c'est aussi parce que derrière, il a une communauté de je sais pas combien de millions sur LinkedIn et que quand il a un message à faire passer, on sait qu'il a un pouvoir d'influence. Donc très tôt, nous, on a eu envie de donner de la force à ces femmes qui doutaient presque de leur place sur l'espace numérique. Et voilà. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on avait souvent les mêmes types de femmes. Donc plutôt femmes, blanches, SP+, etc. Diplômées, grande école, parisienne, aucun défaut. Il n'y a aucun défaut là-dedans, mais elles étaient très représentées, trop représentées. Ouais. Et qu'en fait, on n'arrivait pas à trouver d'autres femmes, c'est-à-dire, je sais pas, des femmes en situation de handicap, des 50 et plus, des femmes des quartiers, des femmes des zones rurales, j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc, c'est vrai que très vite, on s'est dit, en fait, c'est pas tant le genre que le sujet des diversités au sens large. Et le genre est une des composantes. Et il y a tout le reste. Et c'est vrai que c'est ça qui nous a donné envie d'explorer plus largement. Et c'est comme ça qu'est né Diversity Days en 2017, avec juste une intuition de dire, et si on montrait des rôles modèles différents dans le monde de la tech? On fait un espèce de TEDx, on va dire, amélioré le 27 novembre 2017. Et très vite, donc le soir même, moi je fonds en larmes toutes les 2 secondes, puisque j'avais l'impression d'avoir un miroir en face de chacun des lauréats qui racontait son parcours. Et je me dis, mais toi, j'adore. Émotionné 200%. Et le lendemain, je comprends qu'il faut que je sorte d'où je suis, que j'arrête ce que je fais, ce qui est très dur, parce qu'en fait, quand tu es transclasse, tu passes de 0 à, 5 000 € par mois, et que d'un coup, tu te dis, en fait, j'ai plus envie de faire ça. Donc, il y a un côté un peu inconscient de se dire, j'arrête tout. Il y a le chômage quand même à ce moment-là, mais tu réduis. Faut renoncer. J'ai fait mon premier crédit, j'ai un train de vie qui est plutôt dispendieux, tu vois. Et là, tu te dis mais ce qui est sûr, c'est que j'ai un espèce d'appel il y a tellement un enjeu de valoriser toutes ces personnes-là, de mettre la lumière sur eux,
que c'est ça qui m'a enthousiasmé. Et c'est vrai que Mounira, à ce moment-là, qui avait son agence, elle l'a toujours, m'a dit vas-y. Ouais, vas-y, je te suis. Donc, elle a toujours été là. C'est un ange gardien hors norme pour moi. Il faudrait que je lui dédie la moitié de mon salaire. Et en fait, c'est plutôt elle qui vient en soutien bénévole pour tout ce qu'on fait. Elle n'aime pas la lumière. Je pense que ça la saoule. Elle ne fait pas ça pour être visible. Malheureusement, il faut incarner dans notre société. Donc, je joue le rôle d'incarner. Ce qui ne me plaît pas toujours non plus. Mais en tout cas, il y a une réalité, c'est qu'il faut qu'on continue à parler de ces sujets-là. On n'est pas suffisamment nombreux à en parler. Et que mon rôle aussi, c'est d'être un passeur. Aujourd'hui, je passe un temps infini, et ça me plaît, à faire des passes à des personnalités qui sont maintenant un peu plus visibles. Je pense à Hicham Ousseni de Kunto, qui a créé une application pour aider des personnes en situation de handicap à refaire du sport. Je pense à Wassila Djellal, qui a créé Les Infatigables. Tu la rencontres bientôt? Non, mais je l'ai écouté avec beaucoup de... Ça m'a beaucoup touchée. Ouais, super avec Les Infatigables, notamment parce que moi, je fais partie de la catégorie des plus de 50 ans, tu vois. Donc, l'exclusion du monde du travail, je l'approche. Ça te parle? Ça me parle. Je pense qu'on a un vrai sujet là-dessus, et ça m'a beaucoup touchée, à la fois par son énergie, son enthousiasme, et je me suis dit que c'était quelqu'un c'est une super personne qui était vraiment passeuse justement de ces messages, et c'est toujours bien de voir quelqu'un porter une cause et la faire sortir de l'ombre avec le soutien de personnes comme toi aussi pour... En fait, si tu fais pas ce travail-là proactif de mettre en visibilité, tu vois, elle était top 35 Les Échos, au même titre que Hicham a été lauréat Choiseul, etc. C'est juste remettre l'église au milieu du village. C'est des gens qui ont légitimité à être là, mais si tu ne fais pas le nécessaire pour les ancrer dans ces partitions-là, ils n'apparaissent jamais. Parce que, ils s'autocensurent en disant « Attends, pourquoi moi et pas un autre ?» 2, ils n'en ont pas toujours la connaissance. Moi, je me souviens d'Hicham, et on en a ri parce qu'on est devenus très amis, donc j'en parle librement, mais qui m'a dit « Anto, mais quand tu m'en as parlé, je ne savais même pas de quoi tu me parlais. » Il m'a même dit « Mais attends, ça sert à quoi ?» Il me dit « Je te fais confiance. » Et donc, et je pourrais te parler de 100 autres à qui soit on a filé un coup de main, soit, et d'ailleurs qui nous le rendent bien aussi, parce qu'en fait, c'est de l'entraide après. Une asso, c'est fragile, donc chacun s'entraide. Et je me dis, en fait, ils sont la fierté de la France. On parlait de la colère tout à l'heure. Si ces personnes-là sont rendues visibles, tu vois, moi, dès qu'il y a le top 35 des Échos qui sort, mais je suis comme un gosse. Je prends des photos, je partage sur mes réseaux. On dirait que c'est mes enfants. Mais ça me répare dans un sens, parce que je me dis, mais qu'est-ce que ça fait du bien de les voir en une d'un grand média, et de dire ils ont toute leur place, toute légitimité. Personnellement, j'ai tellement douté de cette place-là que les voir être là pour de bonnes raisons, et sans qu'on ait le sentiment que ce soit contraint ou fait sous le manteau, ils ont leur place. C'est juste que quand il s'agit de faire le radar, les gens qui font la plupart du temps ce sourcing-là, c'est hors radar. Parce que c'est hors de leur champ social ou champ de réseau. Donc c'est un kiff, en fait, de pouvoir réparer un tout petit peu. Et c'est que dalle. C'est un classement, une année, les Échos, s'ils m'entendent, les Échos continuent à faire ce classement, Et pourquoi que 35 déjà? Oui, déjà, parce que c'est 35 moins de 35. Voilà. Ah oui, c'est ça. En mode young leader, etc. Voilà. Et avec l'association positive. Mais donc voilà, en fait, ce sont des petites choses, mais je suis convaincu à présent que ces classements économiques, on en pense qu'on veut. On peut dire oui, mais c'est dommage qu'il y ait une limite d'âge, ou c'est dommage que ce soit un chiffre d'affaires, ou c'est dommage que ce soit... Mais à partir du moment où ils sont pas trop mal foutus et qu'ils sont équilibrés sur l'équité femmes-hommes, etc., et qui sont pensés de manière diverse en termes d'origine sociale, géographique, etc., je trouve qu'ils sont ultra réparateurs. Parce que ça permet de se dire, et si ça passe dans les mains d'un gosse, ou si un jeune là, qui est en charge de premier stage, il voit ça sur LinkedIn, il se dit « Ah, lui, trop bien, un rôle modèle, je vais le contacter, il m'a répondu. » Voilà, ça crée des ponts qui sont assez absents malheureusement. T'as ton podcast aussi, oui. Prends ta place, c'est ça, hein? Ouais. Où justement tu reçois des invités pour qu'ils expliquent comment ils ont pris leur place, comment ils ont passé les difficultés, les challenges. J'aime bien le concept parce que c'est vrai que ils font ça. Il y a un jeu, tu les embarques. C'est ludique, tu les embarques dans une histoire. C'est quoi qu'est-ce qui t'a donné envie avec l'emploi du temps que t'as déjà de faire ce podcast? C'est de nouveau encore donner la voix à d'autres parcours.
Je pense qu'il y a plusieurs choses. La première, c'est vrai que je trouve qu'il nous manque un petit manuel de comment on prend sa place. Ah, okay. On est tous... et je l'ai vu aussi par rapport au milieu d'origine, en fait, qu'on soit privilégié ou non, de base, on pourrait prendre le niveau de diplôme ou le niveau de rémunération des parents. En fait, le doute... Il n'y a pas d'exclusivité au doute. Ça, c'est clair. Je veux dire, on peut être très bien né et douter, ou alors avoir été maltraité par ses parents, ou avoir connu, je ne sais pas, toute forme d'exclusion, hein, parce que les violences intraconjugales, familiales, elles sont pas de frontières, malheureusement. Elles n'ont pas de frontières et pas d'exclusivité sociale. Donc, je vois plein de gens très différents douter. Et en vrai, j'ai l'impression que c'est une petite thérapie pour moi, les 40 derniers invités. C'est intéressant de les entendre sur leurs doutes, leurs solutions, leurs obstacles, la manière dont ils ont rebondi ou dont ils sont armés face à l'adversité. Tu vois, recevoir une Sarah Oramune que je sens à ce moment où je la reçois dans un moment de doute personnel, parce qu'elle a été chahutée et victime de racisme pour prendre la présidence de la Fédération française de boxe. À ce moment-là, je me dis, waouh, une championne comme elle, qui a été vice-championne olympique, qui a fait des milliers de compétitions partout dans le monde, la voir à mon micro un peu décontenancée. Et quand tu lui demandes est-ce qu'elle t'a pris ta place, c'est en cours. Et tu dis, waouh, vice-championne olympique, première à écrire l'histoire de la boxe dans le monde et en France, en tant que Française titrée olympique. Et là, tu te dis, en fait, on n'a jamais fini de prendre notre place, tu vois. Et ce qui est bien, c'est quand tu rencontres des gens qui ont eu des parcours semés d'embûches ou qui ont réussi à faire de grandes choses et pour lesquels rien ne leur a été promis. En fait, c'est une superbe masterclass à chaque fois. Et je trouve que c'est aussi une leçon d'humilité. Parce que pour des gens qui ont fait des choses géniales, parfois tu t'attends, bah bien sûr, j'ai pris ma place. Enfin, c'est évident. Et où tu sens que dans le fond des yeux, il y a encore quelques doutes ou ce sentiment d'imposture. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'en tout cas, pour ceux qui veulent se faire une piqûre d'espoir et de solutions, ça peut leur faire du bien. Et je rêve sincèrement que pour toutes ces personnes qui se sentent parfois isolées ou en marge, elles aient le petit Jiminy Cricket, tu vois, dont on a parlé au départ, la personne qui vient leur dire, en fait, arrête de douter. Moi, je crois en toi. Tu vois, je pense que si on est là à se parler tous les deux aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des gens à un moment dans notre parcours qui ont cru en nous et qui nous ont, tu vois, permis de... Et je pense qu'on n'a pas tous cette chance, tu vois, de croiser les bonnes personnes. Alors parfois, les gens disent, c'est pas de la chance, il faut aller au contact, il y a un petit facteur chance quand même. Il y a un facteur chance. C'est quoi l'environnement à ce moment-là? Enfin, tu vois, je pense que tu as beaucoup plus de chance finalement à Évry qu'à Gémozac, là où je suis en ce moment, où ma belle-sœur est, de croiser quelqu'un qui va être, tu vois, qui va te prendre par l'épaule et te dire... Et quand je dis de la chance, c'est parce qu'on croise déjà beaucoup plus de gens ici que là-bas. Et puis, on croise plus de personnes diverses, etc. Et au fond de moi, ouais, je cultive cet espoir-là de chaque personne qui doute, qu'elle trouve une personne sur son chemin qui lui fasse reprendre confiance en elle, quoi. Il y a un truc que j'ai lu là récemment, un bouquin, et je vais te demander bien sûr quel est le tien, mais qui m'a beaucoup frappée, qui s'appelle Inspire. Donc malheureusement, il n'est pas traduit pour l'instant en français. C'est un chercheur en psychologie sociale de Columbia qui s'appelle Adam Galinski. Et il montre que c'est plus facile qu'on ne pense d'inspirer les autres. Et une des façons, et ça va te parler, une des façons d'inspirer les autres, c'est de valoriser les autres. Et qu'en fait, en étant généreux dans sa façon de partager, de complimenter, dans sa façon de valoriser les autres, dans sa façon de montrer justement ce que les autres ont de meilleur, et ben, on devient soi-même finalement un leader inspirant. Intéressant. Alors, il y a plein d'autres clés en fait dans son bouquin pour expliquer justement comment tu peux devenir un meilleur leader. Mais cette partie-là, je l'avais pas du tout vu venir moi-même en faisant le podcast, tu vois, en valorisant maintenant presque 80 femmes. Et qu'en fait, finalement, il y a un peu de leur histoire où tu te retrouves impliqué sans le vouloir, en développant des qualités simplement d'écoute, qui est un gros kiff, évidemment, parce que c'est plus facile d'écouter, je trouve. Mais on se nourrit, on se nourrit complètement. Des traumas des autres. des expériences. Voilà. En tout cas, et aussi de leur réussite, parce qu'on est là pour ça. Donc, ouais, n'est-ce pas. Dans l'aventure Diversides, c'est quoi ton plus gros challenge? J'ai reçu Frédéric Bardot de Saint-Plon qui me disait, moi, ma plus grande fierté, c'était
c'est qu'on soit toujours vivant. On a failli disparaître 15 fois et on est toujours là. Toi, c'est quoi ta plus grande fierté et ton plus gros challenge à la fois sur cette Ma plus grande fierté, même si c'est la plus grande difficulté, c'est de créer des ponts. C'est vrai que forcément, mon cœur battait au départ pour la question des quartiers, des milieux sociaux moins privilégiés. Et chemin faisant, j'ai rencontré tellement de personnalités diverses, parce que je pense qu'avec Mounira, on avait ça en tête de se dire, les gens qu'on prend dans nos promos, il faut qu'ils représentent la France. Et qu'ils aient une forme de vulnérabilité. Et quand je dis vulnérabilité, c'est quelque chose que tu peux quantifier, parce qu'à un moment, finalement, la situation de la recherche d'emploi quand tu es en situation de handicap, c'est une vulnérabilité. Clairement. L'éloignement géographique, c'est un cumul de vulnérabilité. Donc voilà, mais donc vulnérabilité au sens critère du terme. Et parce que je peux te dire que c'est que des super-héros qu'on a pris, c'est pour ça que je nuance. Et au fin mot, dans toutes ces personnes qu'on a rencontrées, elles m'ont tellement, comme tu viens de l'évoquer, enrichi personnellement. Premier stop de notre programme Diversity Days, accompagnement donc des entrepreneurs à Toulouse. On passe d'un TEDx, comme je disais, à un début de programme, qui est aujourd'hui un leadership programme. C'est un programme qui dure 120 heures. Il y a eu des cohortes d'entrepreneurs qui sont passés. On a à peu près une centaine d'entrepreneurs qui suivent ce programme chaque année. Là, il y en a un à Évry, il y en a un à Saint-Denis, il y en a actuellement à Montpellier. Donc vraiment, on a un maillage territorial qui est de plus en plus important. Et première édition qu'on fait pour tester ce programme à Toulouse, je rencontre Chouli, qui habite Carcassonne, trentaine, asiate d'origine, mais français, et qui, donc lui, vrai geek, etc., mais éloignement géographique, parce que Carcassonne est dans un quartier. Donc, tu vois, à la fois zone rurale et quartier. Et super inspirant, mec, super sympa, brillant, qui veut valoriser les jeux vidéo et leur usage pour faire connaître les métiers du numérique et de la tech. Il fait toujours ça. Aux dernières nouvelles, il était toujours là-dedans. Et je rencontre une autre fille, rien à voir, Elodie Blaquière, surdiplômée, UX designer, bac plus 6, 30 ans, jamais trouvé d'emploi. Et qui me dit, et donc atteinte d'une myopathie, et donc maladie qui est dégénérative aussi, donc ça veut dire que peu à peu elle perd l'usage de ses membres. Et qui me dit, écoute, j'imagine Anthony que tu te demandes pourquoi j'ai pas de travail vu mon niveau de diplôme. Et à l'époque, un peu naïf, je dis, j'avoue que oui. Elle me dit, parce que déjà j'ai pas de voiture. Donc en fait ça veut dire que je suis même pas capable d'aller en entretien. Bref. Et tu vois, ça c'était il y a 8 ans. Et je me suis tellement nourri de toutes ces personnes-là qu'à la fin du ce qui fait, comme tu le disais sur ton ouvrage, et je vais me le procurer évidemment, je pense que tu te nourris de ces différentes diversités-là. Et quand tu les mets de manière juxtaposée les unes à côté des autres, tu vois que le trait commun, c'est celui des humiliations. En fait, c'est que toutes ces personnes-là, peu importe leur singularité, leurs différences, leurs emmerdes, etc., elles ont toutes connu le rapport à l'exclusion ou le rapport à l'humiliation. Parce qu'on leur a fait comprendre qu'elles n'avaient pas leur place légitime, parce qu'on leur a fait comprendre qu'elles étaient trop petites, trop grandes, trop ceci, trop cela. Et donc, c'est vrai que ma fierté aujourd'hui, c'est, déjà, je pense, d'être assez débiaisé, mais surtout avec l'association de se dire que la question du genre, des origines et d'autres est aussi important que le handicap, que celui, de l'âge, puisqu'en fait, ça s'appelle les discriminations. Ou alors, ça s'appelle la richesse de la diversité. Et c'est vrai que ma plus grande fierté, c'est sans doute celle-là, relier des mondes qui ne se seraient pas croisés. On a lancé un festival très récemment. Je voulais t'en parler justement. On en parlera après. Quelques mots, On peut en parler après. Ouais. Et où en fait, on s'est dit, le but, c'est que tous les gens qui sont en faveur de l'inclusion et toutes les solutions qui existent fassent partie de ce grand rendez-vous. Et sans distinction d'âge, de genre, d'origine, etc. Et après, tu disais le coup dur. Justement, puisqu'on parle de discrimination, je voulais quand même avoir ton sentiment sur ce qui se passait aux États-Unis en ce moment. Il y a plusieurs façons de le voir. J'ai reçu Adrien Chaltiel qui, lui, est plutôt optimiste en disant c'est les derniers relents du masculinisme et lui, il voit plutôt les choses une fois que la présidence actuelle sera passée. Et pour autant, moi, je suis assez préoccupée de toutes les atteintes aux droits qui sont en train d'arriver dans ce grand pays. Droits des femmes, ça a commencé il y a longtemps, droits des LGBT,
BTQIA+, etc. Donc, toi, c'est quoi ta vision là-dessus ? Ma vision, c'est qu'on n'est absolument pas dans quelque chose qui va être ponctuel. C'est pas... En fait, beaucoup parlent de l'effet Trump et de son administration et du gouvernement qu'il y a derrière. Je pense qu'en fait, il y a une lame de fond et qui est faite pour durer. On voit bien que même des dernières études sur la nouvelle génération, il y a des choses qui montrent que ce qu'on pensait être acquis sur le féminisme, sur des droits fondamentaux, etc., sont en fait la nouvelle génération. Je sais plus, j'ai pas tous les chiffres, mais je crois que c'était la Fondation des femmes qui avait fait une étude sur, je sais plus, 30% des jeunes qui se disaient... ouais, ça me dit quelque chose. Qui avaient peur, enfin, je sais plus, il y avait un côté... qui avaient peur des féministes. Pardon, j'ai pas tous les chiffres en tête, donc je vais être maladroit si j'en cite trop. Mais en tout cas, qui montrait qu'il y avait... Il y a un clivage, en fait. Oui, il y a un clivage très fort de gens qui considèrent que on est allé trop loin. Je pense qu'on a perdu des gens aussi dans la bataille, à qui on n'a pas suffisamment expliqué le sens d'un certain nombre de mesures. Alors peut-être que parfois les États-Unis sont allés trop vite, trop loin, là où nous, on a toujours été très timides et très timorés. Et je trouve qu'il y a une hypocrisie française qui est très forte, c'est-à-dire quand on parle des quotas pour les femmes, il n'y a aucun souci. Et on voit bien le bienfait dans les conseils d'administration, etc. Mais lorsqu'on parle de quotas pour d'autres typologies de singularité, là, c'est très compliqué. Et attention, il faudrait surtout pas... On n'a jamais voulu, effectivement, franchir le cap. Ce cap-là. Ouais. Donc, sans être pro ou contre les quotas, je me dis juste que le signal qui nous est renvoyé là, c'est il y aura toujours une part de gens en défaveur de ces sujets-là, et encore plus si on ne prend pas le temps très tôt d'expliquer ce que c'est que l'inclusion. Je ne ferai pas un parallèle très long, mais aujourd'hui, par exemple, le harcèlement scolaire, pour moi, la ligne de fond, c'est des gens qui sont victimes de discrimination. On est harcelé à l'école parce qu'on a les cheveux frisés, parce qu'on est trop petit, parce qu'on est trop gros, parce que, je sais pas, on est roux, parce que... Voilà. Et donc, ou trop efféminé, parce que si on est un jeune LGBT, voilà. Et je pense que si on ne dit pas très vite à nos jeunes ce que sont les discriminations, ce que c'est que la lutte contre les discriminations, ce que c'est qu'un stéréotype, ce que c'est que... en fait, on va finir par reproduire sans cesse et sans cesse. Et donc, c'est vrai que c'est plutôt ça qui m'inquiète, c'est comment on se saisit du sujet pour que ce soit quelque chose d'ancré et qu'on en fasse une bataille collective de mieux vivre ensemble, plutôt que d'en faire un sujet dont les entreprises doivent s'emparer trop tardivement et qu'elles doivent quelque part réparer des gens qui de toute manière sont biaisés et considèrent que si on fait un truc pour les LGBT, c'est le lobby LGBT. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, être out au travail, ça veut dire être soi au travail. Moi, j'ai été homo, je suis homo et je me suis longtemps caché en entreprise, mais parce que j'entendais des conneries et que je me suis dit, je suis pas à l'aise à l'idée de... Enfin, je veux dire, quand vous rentrez et que votre patron vous dit en entreprise, il a l'air sacrément pédé, le client, t'en penses quoi ? J'en pense que moi aussi, je suis sacrément pédé. Non, mais c'est peut-être ce que j'aurais dû répondre. J'ai pas eu le cran à l'époque de le dire. Et donc, en fait, tout ça fait que les gens se recroquevillent ou sont malheureux parfois au travail. Donc, soit on prend le sujet à bras-le-corps et on considère que c'est une priorité nationale et que les boîtes en font un vrai levier d'émancipation des gens, de la boîte, de bien-être au travail. Soit on se dit, bon, allez, on serre les coudes, on fait gaffe, là, on se prend la vague pendant tout le mandat Trump, mais ça durera. Il y a 50% des électeurs, plus de 50% des électeurs américains qui ont voté pour Donald Trump. C'est ça. En ayant conscience que tout ce programme-là était affiché. Il n'a rien fait sous le manteau. Donc voilà, il faut être assez naïf pour penser que c'est ponctuel. Et je pense que c'est plutôt... Pour moi, c'est un moment de sincérité que je trouve utile. Parce que on a souvent dit à certaines boîtes qu'elles faisaient ça pour faire bien. On a souvent dit, oh là là, telle boîte en fait pas assez. Et puis au fin mot, dans cette période-là où, tiens, certaines boîtes se disent, on va se mettre en silence médiatique, où on sait pas trop ce que ça va donner, je trouve que ça redonne un élan de sincérité à ceux qui le font. Qui le font vraiment. Ouais. Et de manière historique et de manière continue. Parce que tous les vents contraires actuels t'encouragent à arrêter. Alors qu'en fait, je pense que ce n'est pas des politiques qu'on devrait pouvoir remettre en question sur une simple injonction politique. Merci pour ton éclairage là-dessus. Anthony, on arrive à la fin de notre épisode tous les deux. Est-ce qu'il y a une femme que tu admires et dont tu voudrais nous parler ? Écoute, je vais être assez classique, je pense, dans ma réponse, mais je vais dire ma mère.
En fait, elle est un modèle d'inspiration parce que je pense que comme beaucoup de mères, elle s'est sacrifiée au niveau de la carrière, plutôt pour laisser la primeur à mon père. À ce moment-là, de se dire en fait, vas-y, et moi, mes enfants, et en particulier moi, à ce moment-là, scolairement, c'était très compliqué. Et j'étais un peu dans une déroute. Donc elle a bien vu que si elle n'était pas très présente, ce serait la dérive totale. Et au-delà de l'exclusion scolaire, c'est plutôt les conneries que je pouvais faire. Je pense que la deuxième chose, c'est la projection que beaucoup de mères ont sur leurs propres enfants, en se disant en fait, je ne veux pas que mes enfants vivent ce que moi j'ai vécu. Et comme elles sont finalement au regard des discriminations qui existent aussi sur le genre, elles sont souvent plus sensibles à ces risques d'exclusion ou d'humiliation que la société peut leur faire vivre. Je pense que ma mère, elle a été assez finalement dure, mais protectrice aussi dans son rapport à mon éducation. C'est-à-dire, elle me dit, j'ai vissé la vie, j'étais dur avec toi scolairement, je voulais absolument que tu réussisses, mais aussi parce que je savais le chaos que ça pouvait être pour toi si tu n'avais pas ces diplômes-là. Et après, je pense, comme beaucoup de femmes, c'est elle après. Et peut-être un message à toutes ces femmes qui nous écouteront, c'est de ne pas s'oublier dans ce parcours de vie, celle d'être mère, celle d'être une épouse, celle d'être une forçat, même quand tous les vents sont contraires. Parce que j'avoue que quand je vois le nombre de copines maintenant qui bossent et qui ont le gamin à côté, waouh, quel challenge. C'est clair. Donc pas s'oublier et aussi penser un peu à sa carrière, ses projets pro, pour pas laisser la primeur conjointe ou conjoint, peu importe. Ne pas s'oublier dans ce rapport au monde pro qui, je trouve, est quand même encore vachement difficile à percer pour une femme. Merci beaucoup. Merci pour ta participation. Avec plaisir. On se retrouve dans 15 jours pour une autre interview, la dernière de cette série sur les hommes alliés que je regrette absolument pas. Je suis vraiment, ça m'a été soufflé par certaines de mes auditrices et j'en suis ravie. Portez-vous bien et n'arrêtez jamais d'explorer.